Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne L'Alouette dans notre émission Luttes en lettres qui cherche à donner la parole à des autrices et des auteurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont profondément engagés dans leurs écrits. Souvent, à travers leurs propres expériences, ils dénoncent le système dans lequel nous évoluons et ils tentent chacun à leur manière d'apporter leurs solutions. Et aujourd'hui, c'est avec un très très grand plaisir que je reçois Nathalie Maranelli, une romancière franco-brésilienne qui me fait le plaisir aujourd'hui de venir discuter un petit peu avec moi sur son sujet favori, mais elle nous en dévoilera un petit peu plus tout à l'heure. Et si vous voulez bien, Nathalie, je vais vous laisser vous présenter en quelques secondes. Bonjour, Et merci merci déjà. de me recevoir. Merci beaucoup de me recevoir. Donc Nathalie Maranelli, effectivement d'origine brésilienne. Alors j'ai vécu longtemps à l'étranger, ce qui m'a permis de voir, plusieurs pays, entre Bagdad, la Colombie, le Chili. Donc je suis quand même née à Paris, d'une mère brésilienne et d'un père français. Donc je vais être ravie de de vous parler de mon parcours et de mes écrits. Alors, vous avez donc beaucoup voyagé, beaucoup vécu à l'étranger, comme vous le dites, ça vous a permis de découvrir un monde complètement différent de ce que peut-être nous on imagine ici en France. Vos ouvrages en témoignent. Est-ce que vous pouvez un peu enfin pas rapidement ou pas d'ailleurs, nous faire un petit panel de vos premiers écrits jusqu'à vos derniers? Oui, alors donc le premier er Parfum d'infancia justement, je tenais à l'écrire,
heu, parce qu'il parlait donc de mes voyages, voilà, tout à fait, c'est exactement celui-là. Donc le premier voyage fait de Paris à Bagdad, dans une Fiat 500, donc avec mon père qui nous a donné l'occasion vraiment de faire de grands voyages. Nous sommes restés 4 ans à Bagdad. Une belle leçon de vie, car à l'époque, c'était la première avant la guerre, avant la première guerre avec, Saddam Hussein et donc ma mère est donc de couleur noire, devait porter à l'époque, en étant sur place, un voile, donc elle le faisait, elle respectait, mais sous ce voile, elle portait une petite robe Kourèche, car en France, dans les années, 70, c'était très à la mode. Non, ce que j'ai beaucoup appris, c'était une vraie leçon de vie finalement, de devoir s'adapter, à chaque pays, à chaque religion avec respect. C'était très intéressant. Nous vivions dans chaque rue, il y avait des expatriés de chaque pays. Donc il y avait donc les Italiens, les Français, les Allemands et les Bagdadis, qui nous recevaient très, très bien. D'ailleurs, le propriétaire de nos maisons était un Bagdadi et voilà et l'entente était très bonne. Donc j'en ai un très bon souvenir. Beaucoup de films Super 8, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, donc que je peux encore, revisionner aujourd'hui et donc dans ce livre Parfum d'infanzia, je retrace tout ça, les 4 années à Bagdad et ensuite tout ce qui s'est suivi. Parce qu'ensuite on a continué à voyager en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ah oui, ah oui, voilà, riche et puis surtout, voilà, une culture incroyable, à découvrir et beaucoup de tolérance aussi, hein, du coup? Oui, beaucoup de tolérance, j'étais assez, impressionnée par mes parents qui s'adaptaient tellement bien. Parce que bon, ma mère était quand même il n'y avait pas de noir de peau donc à Bagdad. Mon père était vraiment très, très blanc, ne parlait que l'anglais, ne parlait pas le bagdad l'irakien et même comme ça, on a vraiment vécu une belle période là-bas. On s'est beaucoup adaptés et eux-mêmes se sont adaptés à nous parce que ma mère, faisait beaucoup la fête. Voilà et donc elle invitait tous les amis expatriés à la maison. Il y avait beaucoup de bruit, mais les Bagdadiens étaient très très tolérants vis-à-vis de ça. Donc j'avais 4 ans, j'y suis restée jusqu'à mes 8 ans. Donc à partir de là, j'ai compris que, il y avait des gens très différents de nous, mais malgré ça, on pouvait, vivre ensemble. Et donc ce premier livre, puis, c'était en quelle année? Alors, Parfum d'infanzia est L'écriture? sorti en 2014. D'accord. Ensuite ensuite votre second ouvrage Alors le second ouvrage, De miel et de qui saké. Alors, de miel et de saké était très, très, très important pour moi. C'était une période où il y avait beaucoup, beaucoup d'incendies en Amazonie et j'avais l'occasion d'aller énormément au Brésil et ce que j'entendais autour de la table au Brésil, ma famille est du sud de Brésil, de Porto Alegre, avec la frontière aussi avec l'Argentine, proche de Uruguaiana et donc j'ai des ancêtres guaranis, des Indiens guaranis et j'ai une de mes tantes qui est passionnante et à table, elle se confiait à moi parce qu'elle avait aussi, elle, de la famille en Amazonie et les propos qu'elle me disait n'étaient pas les mêmes propos que j'entendais en Europe, à travers les médias. Donc ça m'a beaucoup ça me bouleversait beaucoup. Donc en rentrant, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire pour mon petit niveau?» pour vraiment dire avec des mots simples, vraiment ce qui se passe là-bas et comment eux, ils le vivent et comment ils pensent le surmonter et donc en rentrant, j'ai eu l'idée de mélanger une histoire entre une arrière-petite-fille guarani et avec qui rencontre un japonais, un tokyoïte et c'est un peu fait exprès pour qu'il y ait les 2 cultures, qu'il y ait une confrontation culturelle entre Tokyo, une ville qui va très, 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 très vite, mais en même temps qui garde un côté très spirituel, donc le Brésil et il y a des périodes où ça se passe à Paris. Je voulais voilà, mélanger ces 3 pays. Donc, De miel à 2 sakés a eu un très beau retour. Voilà, j'ai eu, bon voilà, suite à ça, aujourd'hui j'écris pour un journal français assez important et je l'ai envoyé à l'Élysée aussi, j'ai eu un retour. C'était pour l'envoyer mais c'était vraiment pour leur dire un peu un coup de gueule quoi, à ma façon. Voilà, mmh. ça a pas donné grand-chose, mais j'ai reçu un courrier. Pas un courrier type, mais un courrier quand même. Donc voilà, c'était ma petite revanche à moi, parce que l'Amazonie, ça nous concerne tous et parfois j'ai l'impression qu'on mélange un petit peu tout et vraiment, il faut vraiment penser surtout à eux quoi, leurs besoins au quotidien. Pas les avantages qu'il peut y avoir, dans le monde entier parce qu'en fait chaque pays, essaie de trouver ses avantages, mais l'essentiel, c'est les laisser en paix et les laisser vivre en paix comme ils l'ont toujours fait. Oui, donc c'était votre
première, un petit peu, révolte, un petit peu, Oui, voilà, des de romancière, et puis ensuite, vous avez écrit, si je me trompe pas, L'Enfant de Rio? oui, absolument. C'est Donc ça, et là, vous et êtes rentrée à nouveau dans quelque chose qui vous touche beaucoup? oui, parce qu'on a souvent une image, nous les Européens de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale qui est parfois ne je trouve qui n'est pas si juste que ça. Donc ma mère est brésilienne. J'ai aussi vécu beaucoup en Amérique centrale, donc au Mexique pendant 7 ans et on a une image du Mexique, et du Brésil qui est un peu fausse. Enfin, je trouve, moi qui ai quand même vécu 7 ans au Mexique et qui est allée presque tous les ans donc au Brésil voir ma famille et à mon dernier voyage, donc j'ai été comme assez étonnée de tous les enfants des rues que je voyais. Alors ça, j'y suis habituée, malheureusement, c'est comme ça. Mais ce que j'avais beaucoup remarqué, c'est leur force, leur volonté, leur joie de vivre et la façon dont ils s'accrochent à tout. Donc j'ai été pendant ce voyage beaucoup sollicitée. Ils me sollicitaient pour leur acheter, des glaces, des boissons, demander de l'argent, j'imagine, pour acheter Oui. d'autres choses, donc chose que je n'ai pas faite. Mais j'ai fait ce voyage avec ma sœur et on avait décidé vraiment d'être à leur écoute, pas uniquement leur dire: «Non merci» et puis, voilà, partez. Donc on a vraiment communiqué avec eux, on a beaucoup échangé avec eux, on a beaucoup ri avec eux et ça a été aussi une leçon de vie pour me dire que malgré parce que c'est vrai qu'on parle souvent du Brésil, on parle tout le temps des favelas. Donc le personnage que j'ai créé justement, je ne voulais pas qu'il vive dans les favelas, je voulais que ça soit un petit garçon qui vit dans les rues de Rio avec ses difficultés. Histoire vraie encore, j'ai vu il y a quelques jours un enfant qui a été laissé dans une poubelle. J'ai vu ça dans les médias, il y a 2 jours, un enfant qui avait été abandonné dans une poubelle comme mon personnage, mais la personne qui a récupéré cet enfant veut l'adopter aujourd'hui et j'ai trouvé ça merveilleux et voilà donc et suite à ce livre-là, ça m'a permis de parler de ce qui se passait à ce moment-là. Il y avait Bolsonaro au pouvoir, donc j'étais quand même très révoltée et la voix de Malandro, de mon personnage, a pu tout dire, s'exprimer de tout ce qu'il voyait, voilà, du changement de gouvernement, les choses qui se passaient. Voilà, c'est une excuse en fait, Oui. en fait, la voix d'un enfant, voilà, on se permet de dire beaucoup plus de choses. Donc pareil, c'était un peu mon coup de gueule en disant: «Bon, il se passe de mauvaises choses au Brésil, le président qui était à cette époque-là, Bolsonaro, il y a vraiment des choses à dire, mais à part ça, c'est un peuple qui veut vraiment s'en sortir, hein, qui veut vraiment s'en sortir, des bosseurs, avec beaucoup de créativité, beaucoup de gaieté, voilà, beaucoup de bonnes énergies et beaucoup d'entraide entre eux. Voilà, parce que j'ai de la famille de toutes les classes sociales hein, et je vois bien qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'entraide, donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant. C'est pas chacun pour soi et puis voilà. Oui, on peut, on peut s'en inspirer de cette entraide-là. Vous parliez de l'image fausse que donnent les médias du Brésil ou du Mexique. C'est vrai qu'on a une image assez, j'ai envie de dire, le c'est très coupé en 2 dans ce qu'on voit, dans ce qu'on apprend aussi à l'école, puisque on n'a pas trop le choix, hein, en France. Soit vous apprenez, soit c'est à l'école, soit c'est à la télé, puisque les gens lisent de moins en moins. Alors maintenant avec internet et cetera, on peut se faire des fois malgré tout une idée un peu plus, véridique. Je vais vous montrer une petite photo de ce qu'on trouve justement dans les livres d'école, actuels, Ah quand on parle du oui, Brésil. bah oui. Elle est très connue cette photo. Vous voyez en bas, vous avez, pour montrer aux enfants, bah, voilà, le Brésil c'est ici et voilà ce qu'est le Brésil. Et en fait, on montre, commentez-moi, dites-moi ce que vous en pensez de cette photo. Est-ce que ça ressemble à ce que vous imaginez? Est-ce que c'est aussi une partie du Brésil malgré tout? Oui, 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 absolument. C'est une partie du Brésil, effectivement. Alors maintenant, au niveau des favelas, ça a beaucoup évolué. Bon, il reste des favelas très pauvres et très dangereuses, mais maintenant, il y a même des personnes de classe moyenne qui vivent dans les favelas. Il y a beaucoup d'écoles de danse. Il y a des grands danseurs qui ont créé des écoles de danse. Il y a des grands boxeurs qui ont créé aussi, bon, qui ont mis en place des lieux où on peut faire du sport à haut niveau. Donc tous ces enfants, je pense que depuis quelques années, ça, on l'a un petit peu oublié. Ça évolue beaucoup quand même, hein. Donc ça, je pense que c'est vraiment bien pour eux. Mais c'est vrai, c'est une image, ah oui, 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 il y a beaucoup de personnes des quartiers riches qui vont aux favelas pour aller au marché, pour acheter leurs produits beaucoup moins
Oui, beaucoup moins cher. Donc moi, j'ai déjà accompagné des personnes comme ça. Effectivement, quand on arrive, c'est vraiment ça. Et ces enfants ont eu une énergie, mais incroyable, incroyable. Et bon, malgré tout ça, il y a le problème aussi, c'est sûr que, souvent les parents peuvent être, il y a des problèmes aussi au niveau familial, hein. Donc tous ces problèmes, familiaux fait en sorte que certains enfants, déraillent, hein, ça c'est certain. Mais je trouve qu'ils sont pas laissés à l'abandon et c'est ça que j'ai trouvé les dernières fois où j'y suis allée, je trouve qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Ils sont pas du tout laissés à l'abandon et il y a toujours une façon de faire en sorte, qu'au lieu de traîner dans les rues, il y a des associations de batucada, de percussions brésiliennes, il y a des associations, moi j'aime beaucoup la danse classique, il y a des associations de danse classique qui sont mis en place. Les favelas sont très, très intéressante en fait. C'est comme une ville à part entière. Une ville à part entière, mais aujourd'hui dans le côté positif. Mais malheureusement, il y a toujours des problèmes de prostitution, de drogue, et ça, c'est un peu leur quotidien. C'est un peu leur quotidien. Donc, je pense que l'essentiel, c'est faire en sorte que ces enfants puissent s'en sortir. Voilà. Voilà ce que. Oui. Et la dernière fois que nous avions parlé un petit peu en off, un petit peu avant, cette émission, donc on avait beaucoup parlé de cette pauvreté, bah, voilà, qui est obligée de toucher. Certains nous diront: «C'est à l'autre bout du monde», mais vous me disiez: «Oui, mais sauf que vous aviez l'impression que cette pauvreté, elle se rapproche et que vous la trouviez, Absolument, vous, en bas de votre immeuble, absolument, parce que moi, dans mon en bas de parcours, dans votre rue». oui, 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 absolument, c'est ce que je disais la dernière fois et moi je l'ai beaucoup ressenti parce que dans mon parcours, donc j'ai énormément voyagé, j'ai toujours été dans des pays à l'étranger en tant d'expat, mais tous les ans je venais en France, donc l'été en France, les juillet, août en France et l'hiver donc au Brésil et en France, je ne voyais absolument à part des punks dans la rue avec leurs chiens, je voyais pas de misère, je voyais pas de pauvreté. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous dis, en face de chez moi, il y a un immeuble où il y a les poubelles qui sont posées très tôt le matin. Je vois des personnes, je pense, vu leur âge, retraités, qui sont pas si mal habillées et qui fouillent dans les poubelles très tôt le matin et même dans beaucoup de lieux dans Paris, gare du Nord, gare de l'Est, les gens que je vois par terre, c'est là, c'est vraiment, je me dis, pour un pays comme la France, parce que des pays en Amérique du Sud, c'est quand même des pays plus jeunes, mais des pays comme la France, qu'on en soit là, là, à chaque fois, j'ai envie d'appeler les pompiers. Je pense qu'il y a une misère considérable qui augmente de plus en plus en France et là, il faut vraiment être alerté parce qu'en France, la différence, c'est qu'on passe à côté d'eux et on ne fait rien. On ne peut pas aider la terre entière, mais de là à ne rien faire, c'est pas possible. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes mis en place, mais malgré ça, l'hiver, il y a beaucoup de personnes qui meurent de froid, de faim. Je pense que et moi, moi qui vis à Paris et je l'observe, mais de plus en plus. C'est je vais pas dire maintenant quand je vais au Brésil, c'est la même chose, mais bon, mais c'est assez choquant quand même, hein. C'est assez J'ai choquant. Ouais, j'allais le dire, vous seriez presque à nous dire qu'on aurait des leçons à tirer de ce qui se passe, au Brésil puisque Je pense que oui, ou parce que et alors oui, lesquels? absolument. Eux justement, eux, ils sont habitués à ça. On s'habitue jamais à la misère et aux difficultés, mais ils ont une façon de vivre et être solidaires, à mon avis, faudrait qu'on mette aussi ça en place. Comment exactement? Je ne sais pas encore. Il faudrait vraiment qu'on pense un peu moins à soi et au quotidien. Comme, je vous disais la dernière fois, la dame que je vois en face de chez moi qui fouille dans les poubelles, j'aimerais descendre. Je n'ai pas fait encore, hein, c'est facile d'en parler, mais je l'ai pas encore fait. Mais lui dire: «Est-ce que vous voulez pas monter boire un café? Est-ce que vous voulez pas qu'on passe au supermarché?» Ce qu'on a fait au Brésil avec ma sœur d'ailleurs, aux gamins qui nous demandaient des sous, j'ai dit: «Bah, attends, on rentre dans le supermarché et on t'achète un yaourt, voilà, un fruit, et c'est ce qu'on a fait. Moi, au quotidien, c'est ce qu'on faisait. On leur disait alors ils étaient morts de rire: «Mais non madame, mais non madame». J'ai dit: «Mais si, 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 viens avec nous. Peut-être c'est ça qu'on devrait faire». Moi, je pourrais demander à cette femme: «Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il vous faut exactement? Et allons à la supérette du coin et allons faire quelques courses, comme ça vous êtes tranquille pendant 3, 4 jours». Et si nous faisions tous ça à notre petit niveau, déjà ça aiderait, ça aiderait. Oui, Pa oui, oui, parce bah, bien sûr. on peut pas tous s'engager dans vu on est quand même tous occupés avec nos familles, nos enfants et cetera. Mais moi, un engagement comme celui-là, je pense que je vais me lancer, vraiment. Je vais me lancer. Je pense que c'est Et bah, important. que d'autres, vous entendent et fassent la même chose. La France est censée être un pays, aussi, bah, voilà, chrétien. Enfin, on oublie tout le temps, mais l'aumône, l'aide aux pauvres, en fait partie
Et je pense que c'est un peu oublié, un petit peu oublié. Alors j'en profite, je fais une petite parenthèse. On voit votre site internet qui passe au-dessus de nous là, www.nathalie-maranelli.fr. Donc là, on peut retrouver tous vos livres, hein, les articles que vous avez écrits aussi, votre actualité, etc. N'hésitez pas à aller voir parce que voilà, ce sont des livres riches. Et puis bon, au-delà du fait, bon, ce sont bien sûr des romans, mais on sent que c'est voilà très 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 inspiré de vous, de ce que vous avez vécu, et c'est proche du réel vraiment et du vivant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et votre dernier livre, on va en parler. Il date de quand? Alors le dernier date de 2023. Alors le dernier, en fait, ça se passe en 2 parties. Moi, je suis à la base, je suis autodidacte. J'ai fait beaucoup de métiers. J'étais navigante et cetera, mais j'ai toujours eu l'envie d'écrire, mais je ne m'étais pas lancée. Donc quand j'ai démarré en 2014, je tenais un journal et je me suis rendu compte que malgré, ma non-notoriété, malgré mon parcours d'autodidacte, voilà, j'ai jamais assisté à des masterclass d'écriture, voilà, j'écris avec le cœur, j'écris avec l'actualité, j'écris avec ce qui me fait vibrer, vraiment ce qui fait vibrer. Mais j'ai fait de très, très belles rencontres pendant toute cette période, donc de 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu la chance de croiser Claude Nougaro quand il était vivant, qui m'a donné beaucoup de conseils, de musiciens, bon, un batteur africain qui s'appelle Paco Siri, Jean-Paul Delfino, un écrivain brésilien, et cetera, et d'autres personnalités, Alain Mabankou, bon, un romancier congolais. Et donc j'ai écrit, donc c'est le journal que je tenais, mais quand je l'ai relu, je me suis dit aussi que ça pouvait aider des personnes qui ont une passion, mais qui n'osent pas. Parce que finalement, voilà, moi, ça m'a permis de réaliser mon rêve, hein, d'écrire et de faire de belles rencontres. Et voilà, c'est la première partie du livre. La deuxième partie, ce sont les articles écrits dans l'Obs, certains, D'accord. ce sont des recueils de nouvelles. Voilà, d'autres pays D'accord. Et où vous, je suis allée comme Cuba, moi je n'ai pas vécu, mais voilà, qui m'ont inspirée, donc j'ai voulu. Mmh. et vous avez d'autres projets en cours là, à venir, Oui, d'écriture déjà? oui, oui, alors d'écriture, alors je n'ai jamais écrit de la poésie, j'ai beaucoup d'amis poètes, et là j'ai commencé un recueil qui s'appellera Clandestine, donc en espagnol, parce qu'en fait tous mes études, je les ai fait en espagnol. J'étais au lycée français à Mexico City, à Bogota en Colombie et à Santiago au Chili. Et donc la langue espagnole, voilà, me porte au quotidien. Et donc j'écris un recueil de nouvelles, qui parle en fait des clandestins. Voilà, des clandestins. Donc le fil conducteur, c'est une femme enceinte qui essaie de passer la frontière, pour aller vers les États-Unis, donc de très très d'actualité, donc aussi qui me Mmh. bouleverse, parce que j'ai beaucoup d'amies, mexicaines, voilà, qui vivent ça. Et donc ça sera mon prochain livre, donc le recueil de poèmes clandestines. Voilà, qui D'accord. me permettra aussi de parler, de dire ouvertement ce que j'en pense. C'est une façon aussi de pouvoir m'exprimer. Voilà, c'est en cours Oui, bah, d'écriture. Ouais, c'est en cours d'écriture. oui, Voilà, bah, et un roman qui est en cours aussi, mais là, voilà, qui sera plus, ça sera complètement différent. Ça parlera en fait des années 70-80, des années disco, donc comme quoi. ma foi. Oui, ça parlera de Donna Summer, qui était l'idole de ma mère. Voilà, et je crois on peut avoir des idoles, donc ça m'a poursuivie pendant toute mon enfance et mon adolescence. Voilà, donc je voulais partager ça aussi. Et c'est bien d'écrire, voilà, D'accord. d'essayer d'autres choses aussi, mmh. Voilà les projets. Et des salons peut-être, de la dédicace, je sais pas, en vue? Non, prochainement, 2 dédicaces en librairie, mais je n'ai pas encore les dates, donc vous pouvez retrouver ça sur le site, prochainement. Donc les dates sont encore à Parfait, mettre en place. qui est au-dessus là, voilà, www.nathalie-maranelli.fr. Eh bien, écoutez, Nathalie, merci pour cette entrevue. De notre côté, nous espérons, nous aimerions, on en avait parlé, que vous, à votre tour, vous puissiez peut-être accueillir sur notre chaîne des gens, des auteurs, des autrices qui vous ont touché, qui sont engagés à leur manière aussi dans la critique du système et de ce qui ne va pas actuellement dans notre pauvre monde. Et donc, si vous le souhaitez,
vous pourrez reprendre le flambeau, après moi. Oui, avec grand plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui méritent aussi, d'avoir, quelques minutes, à pour eux. Je pense que oui, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont beaucoup de choses à dire, pas forcément les auteurs qu'on voit ou les livres qu'on voit en librairie, en vitrine, mais de belles personnes aussi et avec des parcours assez incroyables. Donc bon, bah, j'espère vous retrouver prochainement avec un invité. Et ben, ce sera avec grand plaisir et puis, merci encore, pour aujourd'hui. À Merci à bientôt. vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.